Il existe, à la seconde où vous lisez ces mots, un cylindre de métal de la taille d'un bâton de craie posé sur le sol d'un autre monde. Il est scellé. Il est numéroté. Il contient une poignée de poudre grise arrachée à une dalle de roche sédimentaire, au bord d'une vallée sèche qui fut autrefois le lit d'une rivière, à 300 millions de kilomètres d'ici. Autour de lui, il n'y a rien. Un vent trop mince pour soulever une feuille de papier passe sur sa coque et repart. La nuit, la température tombe si bas que le métal se contracte. Le tube attend. Il attend depuis juillet 2024. Ce qu'il contient pourrait être la découverte la plus importante que notre espèce ait jamais tenue entre ses mains. Ou bien absolument rien. Et le plus troublant, ce n'est pas l'incertitude en elle-même. C'est que personne, aujourd'hui, ne sait laquelle des deux réponses est la bonne, et que personne ne le saura avant très longtemps. Si cette histoire vous accroche déjà, un like et un abonnement nous aideraient énormément. Ça compte vraiment beaucoup pour nous. Reprenons. La roche s'appelle Cheyava Falls. Le nom vient d'une chute d'eau intermittente de l'Arizona, une de ces cascades qui n'apparaissent qu'après la fonte des neiges et disparaissent le reste de l'année. Le rover qui l'a percée s'appelle Perseverance, et il roule depuis février 2021 dans un cratère de 45 km de large qui, il y a très longtemps, était rempli d'eau. On le sait parce qu'on voit encore, depuis l'orbite, la forme fossilisée d'un delta. Un vrai delta, avec ses éventails de sédiments, ses couches empilées, ses méandres pétrifiés. Une rivière est entrée là. Elle a ralenti en atteignant le lac. Elle a déposé sa charge de boue et de sable, exactement comme le fait le Mississippi, en arrivant dans le Golfe, exactement comme le fait le Nil, exactement comme le font toutes les rivières de notre monde, depuis que notre monde a des rivières. Sauf que celle-ci s'est arrêtée de couler il y a environ 3 milliards d'années. Quand le forêt de Persévérance a mordu dans Cheyava Falls, les images renvoyées ont fait quelque chose d'inhabituel dans une salle de contrôle. Elles ont fait taire tout le monde. La roche n'était pas uniforme. Elle était criblée de petites taches sombres, réparties dans la matrice pâle, selon un motif que personne n'avait prévu. Certaines étaient minuscules et rondes, à peine plus grosses qu'une graine de pavot. D'autres étaient plus larges, avec un centre noir et un halo clair, comme des taches sur une peau de félin. L'équipe leur a donné ces noms-là, graines de pavot et taches de léopard, parce que c'est ainsi que les humains fonctionnent. On nomme d'abord avec ce qu'on connaît, on comprend ensuite. Les instruments embarqués ont fait leur travail. Ils ont identifié dans ces nodules 2 minéraux précis. Le premier est un phosphate de fer appelé vivianite. Le second est un sulfure de fer appelé grégite. Sur Terre, ces deux-là ensemble, dans une boue riche en carbone organique, distribuée en petites poches réparties dans le sédiment, c'est une signature que n'importe quel géologue reconnaîtrait immédiatement. Ce n'est pas une curiosité, c'est ce que produisent certaines bactéries lorsqu'elles tirent leur énergie en déplaçant des électrons entre des composés de fer et de soufre. C'est de la chimie de survie. C'est la trace laissée par des organismes qui respirent des métaux dans l'obscurité, faute de mieux. En septembre 2025, après plus d'1 an d'analyse, de contre-analyse, de relecture par des équipes extérieures et de discussions probablement très tendues, un article a été publié. Le mot employé n'était pas vie. Le mot employé était biosignature potentielle. 2 mots pesés au milligramme. Les auteurs ont énuméré eux-mêmes toutes les autres explications possibles. Une chimie purement minérale, des réactions entre l'eau et la roche à basse température, certains processus volcaniques. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient trouvé la vie. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé quelque chose qui, sur Terre, serait la première chose qu'on montrerait du doigt en disant « ça, c'est de la vie », et qu'ils ne pouvaient pas encore exclure le reste. Et puis ils ont laissé le tube là, parce qu'aucun instrument capable de trancher ne tient dans un rover. Il faut des laboratoires entiers, des spectromètres de masse de la taille d'une pièce, des microscopes qui coûtent le prix d'un immeuble, et surtout des dizaines de laboratoires indépendants qui refont les mêmes mesures en essayant de se contredire les uns les autres. Il faut ramener la roche, et le programme censé la ramener a été repoussé, redécoupé, redessiné, réévalué. Selon les scénarios actuellement sur la table, l'échantillon le plus important de l'histoire de notre espèce restera posé sur la surface d'un autre monde jusqu'à la fin des années 2030. Peut-être plus tard. Les ingénieurs qui ont conçu le forêt qui l'a extrait seront à la retraite.
certains ne verront pas le résultat. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Nous avons découvert quelque chose et nous ne pouvons pas aller le chercher. Nous savons exactement où il se trouve, à quelques centimètres près. Nous connaissons ses coordonnées, son numéro de série, la couleur de la poussière autour de lui, et il est hors de portée. Mais je ne veux pas vous parler seulement de cette roche. Cette roche n'est pas l'histoire, elle en est le symptôme, parce que le monde sur lequel elle repose n'est pas le seul monde éteint, et il se pourrait qu'il ne soit même pas un cas particulier. Voilà où je veux en venir ce soir. Quand on se demande si nous sommes seuls, on pose presque toujours la question sous la forme d'un choix entre deux réponses. Soit l'univers grouille de compagnie, et nous ne l'avons pas encore croisé, soit l'univers est vide, et nous sommes une anomalie isolée dans une immensité stérile. Ces deux réponses sont celles qui s'affrontent dans toutes les discussions, dans tous les livres, dans tous les débats de fin de soirée. Il existe une troisième possibilité, et c'est celle qui n'est presque jamais formulée, parce qu'elle est plus difficile à tenir dans la tête que les deux autres. Elle est simple à énoncer. L'univers n'est peut-être ni plein ni vide. Il est peut-être plein de mondes où les conditions sont arrivées, ont duré un moment, puis sont reparties. Des mondes où quelque chose a peut-être commencé et s'est arrêté. Des endroits où l'histoire a eu lieu, entièrement, du début à la fin, avant même que nous existions pour la regarder. Si c'est vrai, alors le silence que nous entendons quand nous pointons nos antennes vers le ciel n'est pas le silence d'une salle vide, c'est le silence d'une salle où tout le monde est déjà parti. Commençons par les chiffres, parce qu'ils sont plus étranges qu'on ne le croit. En janvier 2026, le registre officiel où sont consignées les découvertes validées contient un peu plus de 6000 mondes situés en dehors de notre système. 6000 et quelques. Le seuil des 6000 a été franchi en septembre 2025. Pour donner une échelle, il y a sur Terre environ 195 États souverains. Nous connaissons donc aujourd'hui 30 fois plus de planètes hors de notre système solaire que de pays sur notre propre planète. Et ce ne sont que celles que nous avons réussi à détecter. Le nombre réel est d'un autre ordre. Notre galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, selon la manière dont on compte les plus petites et les plus discrètes. Les grands relevés de ces 20 dernières années ont établi quelque chose qui, au moment où il a été compris, a réorganisé toute la discipline. La planète n'est pas l'exception, elle est la règle. Presque chaque étoile en possède au moins une. Beaucoup en possèdent plusieurs. Quand on fait l'arithmétique, on aboutit à des centaines de milliards de planètes rien que dans notre galaxie, et à des dizaines de milliards situés dans ce qu'on appelle la zone habitable. Ce terme, zone habitable, est le mensonge le plus poli de toute l'astronomie moderne. Il ne signifie pas ce que les gens croient qu'il signifie. Il ne dit pas que la planète est habitable. Il ne dit pas qu'il y a de l'eau. Il ne dit pas qu'il y a eu de l'eau. Il ne dit pas qu'il y a une atmosphère, ni qu'il y en a eu une, ni que la surface pourrait supporter une goutte de liquide plus de 3 secondes. Il dit une seule chose, et une seule. Cette planète tourne à une distance de son étoile, ou, si elle avait une atmosphère à peu près correcte, si elle avait de l'eau, si sa surface n'était pas stérilisée par autre chose, alors l'eau pourrait théoriquement y rester liquide. C'est une case dans un tableau, ce n'est pas une adresse. Regardez ce que nous avons réellement trouvé. Les premières exoplanètes détectées furent des monstres, des géantes gazeuses de la masse de Jupiter, mais collées si près de leur étoile qu'elles bouclent leur année en 3 ou 4 jours terrestres et que leur haute atmosphère brille comme un métal chauffé. On les appelle les Jupiters chauds. On les a trouvées d'abord parce qu'elles sont les plus faciles à voir, et pendant quelques années, on a cru qu'elles étaient majoritaires, ce qui était une illusion d'instrument. Puis sont venus les super-terres, des mondes rocheux plus gros que le nôtre, souvent bien plus gros, avec une gravité de surface qui écraserait un être humain. Puis, les planètes en rotation synchrone, qui présentent éternellement la même face à leur soleil, avec un hémisphère de jour perpétuel et un hémisphère de nuit perpétuel. Puis des choses qui n'ont pas d'équivalent dans notre voisinage et pour lesquelles il a fallu inventer des mots. Il y a une planète sur laquelle il pleut du verre en fusion, et cette pluie tombe à l'horizontale, poussée par des vents de 7000 km par heure. Il y a une planète dont la face éclairée atteint plus de 4000 degrés, une température supérieure à celle de nombreuses étoiles, et dont l'atmosphère s'évapore en une traînée de comètes géantes. Il y a une planète dont la surface est un océan de lave qui change de forme d'une orbite à l'autre. Sur 6000 mondes confirmés,
le nombre de ceux qu'on pourrait décrire comme approximativement de la taille de la Terre, sur une orbite approximativement correcte, autour d'une étoile approximativement stable, se compte sur quelques dizaines, pas des milliers, quelques dizaines. Donc une partie du silence s'explique toute seule. La majorité de ces mondes n'auraient jamais pu nous parler. Ils n'ont ni la chimie, ni la température, ni l'air, ni le temps. Ce sont des pierres qui tournent. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication, et pas la plus intéressante. Ce qui est réellement troublant, ce ne sont pas les mondes qui n'ont jamais eu la moindre chance. Ce sont les autres. Ceux qui, sur le papier, avaient tout. Ceux-là existent en nombre réel, même selon les estimations les plus prudentes. Et de cela, nous n'avons rien reçu. Aucun signal radio, aucun éclair optique, aucune combinaison de gaz atmosphériques que nous puissions désigner sans hésiter. C'est ce silence-là qui est difficile à expliquer, pas celui des cailloux, celui des mondes qui, statistiquement, auraient dû avoir quelque chose dessus. Il faut comprendre à quel point notre regard est pauvre. Quand on annonce la découverte d'une exoplanète, l'image qui vient à l'esprit du public est celle d'un point lumineux dans un télescope, un petit disque bleu ou rouge qu'on aurait photographié. Ce n'est presque jamais le cas. Dans l'immense majorité des cas, voici ce que nous voyons réellement. Une étoile dont la luminosité diminue très légèrement, de manière régulière, tous les quelques jours ou toutes les quelques semaines. Une baisse d'un centième de %, parfois moins. C'est tout. Cette baisse, c'est l'ombre d'un objet qui passe devant le disque de l'étoile et en masque une fraction infime. De cette ombre, on déduit la taille. De la période, on déduit la distance orbitale. De la combinaison des deux, avec un peu de chance et d'autres instruments, on déduit la masse et la densité, et donc si c'est un caillou ou un ballon de gaz. Nous ne voyons pas la planète, nous voyons qu'il y a quelque chose. Puis nous passons à l'étoile suivante. Imaginez que vous soyez debout dans une rue, la nuit, devant un immeuble au volet fermé. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas frapper. Vous pouvez seulement rester sur le trottoir et observer les infimes variations de lumière qui filtrent par les interstices. À partir de ça, vous devez déterminer combien il y a de pièces, quelle est la surface de chacune, si le chauffage fonctionne et si quelqu'un y a vécu autrefois. C'est exactement notre situation, à ceci près que l'immeuble se trouve à 400 000 milliards de kilomètres et que la lumière que vous observez a quitté ses fenêtres avant votre naissance. Il y a une autre raison au silence, et celle-là n'a rien à voir avec la chimie ou la distance. Elle a à voir avec le temps, et c'est de loin la plus impitoyable. Notre galaxie a plus de 13 milliards d'années d'histoire derrière elle. La communication radio humaine existe depuis un peu plus d'un siècle. Une civilisation reconnaissable, avec des villes et de l'écriture, depuis environ 10 000 ans. Notre espèce sous sa forme actuelle, depuis 300 000 ans. La Terre est habitable depuis 4 milliards d'années. Comprimez toute l'histoire habitable de la Terre en une seule année de calendrier. La vie apparaît quelque part fin février. Pendant les 8 mois suivants, il ne se passe rien de visible à l'œil nu. Des microbes, des tapis bactériens, de l'eau, du silence. Les premiers animaux avec des corps complexes arrivent vers la mi-novembre. Les dinosaures occupent une dizaine de jours en décembre. Notre espèce apparaît environ 40 minutes avant minuit, le 31 décembre. Toute l'histoire écrite tient dans les 20 dernières secondes. La science moderne tient dans la dernière seconde. La radio, dans le dernier dixième de seconde. Maintenant, imaginez une galaxie où chaque monde habitable possède son propre calendrier de ce genre. Chacun démarre à une date différente. Chacun se termine à une date différente. Sur chacun, la quasi-totalité de l'année est calme, minérale, microbienne, muette. Et sur les rares où il se passe quelque chose de bruyant, ce quelque chose occupe une fraction de seconde. La probabilité que 2 de ces calendriers se recouvrent précisément pendant leur fraction de seconde bruyante est minuscule. Si vous plongez la main au hasard dans l'univers et que vous en sortez un monde, vous obtiendrez presque à coup sûr un monde qui n'a pas encore commencé, ou un monde qui a déjà fini, ou un monde où rien n'a jamais eu lieu. Le silence n'est pas une preuve de vide, c'est peut-être seulement une preuve de décalage. Et pour comprendre à quoi ressemble un monde qui a fini, nous n'avons pas besoin d'aller loin. Nous en avons un juste à côté. Il est visible à l'œil nu certaines nuits, comme un point rougeâtre parfaitement immobile parmi les scintillements. Vous l'avez déjà vu sans le savoir.
Pendant la plus grande partie de notre histoire, Mars n'a été qu'une lumière errante, un point qui, contrairement aux étoiles, ne restait pas à sa place et se déplaçait lentement d'une saison à l'autre, avec parfois d'étranges retours en arrière qui ont donné des migraines aux astronomes pendant des siècles. Ce point est devenu un lieu vers la fin des années 1800, lorsque les télescopes sont devenus assez bons pour montrer qu'ils possédaient des calottes polaires qui grandissaient et rétrécissaient au rythme des saisons, et des zones sombres que certains observateurs, emportés par leur propre imagination, ont pris pour de la végétation. Un astronome italien a cru voir des lignes droites à sa surface. Il les a appelées canali, ce qui en italien signifie simplement chenaux, sillon naturel. Le mot a été traduit en anglais par canals, qui implique une construction délibérée, et une erreur de traduction a ainsi fabriqué toute une mythologie. Un astronome américain fortuné a construit un observatoire entier dans le désert de l'Arizona pour les cartographier. Il en a tracé des centaines, convaincu d'observer le réseau d'irrigation d'une civilisation agonisante qui déplaçait ses dernières réserves d'eau depuis les pôles vers l'équateur, dans un effort désespéré pour survivre à l'assèchement de son propre monde. Rien de tout cela n'était vrai. Les lignes étaient une illusion, le résultat d'un œil humain qui, face à une image floue et tremblante, relie inconsciemment les points en traits continus. Les zones sombres étaient de la poussière et de la roche déplacée par le vent. Il n'y avait ni canaux, ni ingénieurs, ni civilisation. Mais voici l'ironie que personne n'avait vu venir. L'intuition centrale, celle d'un monde qui a perdu son eau et qui est mort de soif, était plus proche de la réalité que quiconque ne l'imaginait à l'époque. Les détails étaient faux. La direction générale était bonne. Le Mars d'aujourd'hui est mort selon toute définition raisonnable de ce mot. La température moyenne à la surface tourne autour de -63 degrés. Ce n'est pas un extrême, c'est la moyenne. C'est à peu près le record de froid jamais enregistré en Antarctique. Sauf que là-bas, c'est le climat ordinaire. L'atmosphère est si ténue que de l'eau liquide posée à la surface bouillirait et gèlerait presque simultanément, parce que la pression est trop basse pour maintenir la phase liquide. La pression moyenne au sol est d'environ 6 millibars. Sur Terre, elle est de 1013. Mars possède donc, à la surface, moins d'1% de la pression que nous avons ici. Pour trouver un air aussi mince sur notre planète, il faudrait monter à 30 km d'altitude, soit 3 fois plus haut qu'un avion de ligne. C'est l'air que Mars a en permanence, au niveau du sol, dans ses vallées les plus profondes. Si vous vous teniez là-bas, dans une combinaison parfaite, voici ce que vous verriez. Le ciel ne serait pas bleu, mais d'une couleur de caramel pâle, parce qu'il n'y a pas assez d'air pour diffuser la lumière comme le fait le nôtre. Le soleil vous paraîtrait plus petit et plus faible, à peu près les 2/3 de la taille auquel vous êtes habitué. L'horizon serait anormalement proche, parce que la planète est plus petite et que le sol s'incurve plus vite. Vous sentiriez le froid traverser vos semelles en quelques minutes. Et surtout, vous entendriez très peu de choses. Un air aussi mince transporte mal le son. Le vent souffle parfois à 100 km/h là-bas, mais il vous pousserait à peine, et vous l'entendriez comme un murmure lointain. Vous auriez l'impression très nette de vous trouver dans un endroit qui a été habité par quelque chose, autrefois, et qui ne l'est plus. Cette impression, il se trouve, correspond à la réalité géologique. Voici ce que nous savons. Mars a possédé un champ magnétique global, un vrai, généré comme le nôtre par un noyau de métal fondu en rotation au cœur de la planète, une dynamo colossale de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Ce champ était un bouclier. Il déviait le vent solaire, ce flot permanent de particules chargées que le Soleil projette dans toutes les directions à des centaines de kilomètres par seconde. Tant que ce bouclier tenait, l'atmosphère tenait. Tant que l'atmosphère tenait, la pression tenait. Tant que la pression tenait, l'eau restait liquide. Puis la dynamo s'est arrêtée. La date exacte fait l'objet de débats intenses, et elle a été déplacée plusieurs fois ces dernières années par des analyses de météorites martiennes et par les mesures du magnétisme fossile conservé dans la croûte. L'estimation la plus courante situe l'effondrement du champ global autour de 3,9 milliards d'années. Certaines études récentes suggèrent qu'il a pu durer un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Le détail change, la conclusion non, le noyau s'est refroidi trop vite parce que la planète était trop petite, la convection s'est essoufflée, la dynamo s'est éteinte,
le bouclier a disparu. Et alors a commencé une chose qui n'a rien de spectaculaire et qui est pour cette raison encore plus dérangeante. L'atmosphère ne s'est pas envolée, elle a fui, lentement, molécule par molécule, arrachée par le haut, dans un processus si graduel que si vous aviez été là pour le regarder, vous n'auriez remarqué aucune différence d'un siècle à l'autre. Aucune. Le ciel du jour de votre naissance aurait été identique à celui du jour de votre mort. Et pourtant, sur des centaines de millions d'années, le compte était déficitaire. Il partait plus d'air qu'il n'en arrivait. Nous ne déduisons pas seulement cela, nous le mesurons. Une sonde en orbite martienne enregistre depuis 2014 le taux d'échappement atmosphérique actuel. Il est de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de grammes par seconde selon l'activité solaire. Quelques centaines de grammes. Le poids d'une pomme, par seconde, envolée dans l'espace. Pris isolément, c'est ridicule. Étalé sur 3,5 milliards d'années, c'est un océan et une atmosphère. Et pendant les tempêtes solaires, ce taux est multiplié par 10 ou 20. Nous avons littéralement observé, en direct, une planète en train de perdre le peu qu'il lui reste. Mais avant cela, il y a eu une fenêtre. Une longue fenêtre. Et à l'intérieur de cette fenêtre, il s'est passé des choses. Un autre rover, arrivé en 2012 dans un cratère différent, a passé plus d'une décennie à remonter lentement les flancs d'une montagne sédimentaire haute de 5 km, en lisant les couches une par une, comme on tourne les pages d'un livre. Chaque strate est un chapitre, chaque chapitre est une époque, et le livre raconte une histoire cohérente. Ce cratère était un lac, ce n'est plus une hypothèse. Les argiles ne se forment que dans l'eau stagnante. Les galets arrondis n'existent que là où un courant les a roulés pendant des kilomètres. Les mudstones finement laminés se déposent au fond d'une eau calme, couche après couche, année après année. Les sels s'accumulent quand un plan d'eau s'évapore partiellement, puis se remplit, puis s'évapore encore. Tout est là. On peut littéralement mesurer la profondeur du lac, estimer la vitesse des rivières qui l'alimentaient, distinguer les périodes humides des périodes sèches. Il y a environ 3,8 milliards d'années, cette région de Mars était couverte d'eau liquide. Un lac profond, alimenté par des rivières descendues des hauteurs environnantes. Et ce lac n'a pas duré un été. Les minéraux indiquent une persistance intermittente sur quelque chose comme 700 millions d'années. 700 millions d'années. Prenez un instant pour laisser cette durée s'installer. La vie complexe sur Terre, celle qu'un être humain reconnaîtrait comme vivante, en la regardant, tout ce qui a des yeux, des membres, des racines ou des feuilles, n'existe que depuis environ 600 millions d'années. L'explosion cambrienne, le moment où les animaux à corps dur apparaissent brutalement dans les archives fossiles, remonte à 540 millions d'années. Autrement dit, la fenêtre habitable de la surface martienne a duré plus longtemps que toute l'histoire de la vie animale sur Terre, jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps, ici, sur notre planète, à la même époque exactement, la vie avait déjà commencé. Les traces microbiennes les plus convaincantes remontent à environ 3,5 milliards d'années, et certains indices contestés, mais sérieux, pointent vers 3,8 milliards ou 900 millions. Ce qui signifie que les deux mondes menaient la même expérience, en parallèle, avec les mêmes ingrédients, pendant la même période. De l'eau liquide en même temps, une atmosphère en même temps, une chimie volcanique en même temps, des sources hydrothermales en même temps. Sur l'un des deux, quelque chose a démarré. Nous en sommes la preuve vivante. Sur l'autre, nous ne savons pas. Et les indices continuent d'arriver, à un rythme qui a de quoi rendre fou. En 2024, ce même rover qui gravit sa montagne depuis une décennie a roulé sur un caillou blanchâtre, l'a écrasé sous sa roue par accident et l'a brisé en deux. À l'intérieur, des cristaux de soufre pur, du soufre élémentaire, jaune, cristallin. Personne ne s'y attendait. Personne n'avait prédit ça. Sur Terre, du soufre pur se forme dans des conditions très particulières, souvent liées à l'activité volcanique, parfois liées à l'activité bactérienne. Et il y en avait tout un champ, des centaines de rochers identiques, éparpillés sur la pente. Nous avons trouvé un champ entier de quelque chose que nos modèles n'avaient pas prévu, en roulant dessus par hasard. En 2025, l'analyse d'un échantillon prélevé bien plus tôt a livré autre chose, des molécules organiques longues, des chaînes carbonées de 10, 11, 12 atomes, les plus longues jamais détectées sur un autre monde. Ce ne sont pas des preuves de vie,
Ce type de molécule peut se former sans biologie, mais ce sont exactement le genre de fragments que laisse derrière elles la dégradation d'acides gras, et les acides gras sont les briques dont sont faites les membranes cellulaires de tout ce qui vit ici. Nous ne trouvons pas de réponse. Nous trouvons, année après année, des indices de plus en plus difficiles à ignorer. Il faut maintenant se représenter comment cela s'est terminé, parce que c'est là que l'histoire devient réellement dure à supporter. Ça ne s'est pas arrêté d'un coup. Il n'y a pas eu de catastrophe, pas d'impact, pas d'explosion. Il y a eu quelque chose de bien pire, une lente diminution. À mesure que la pression atmosphérique baissait, la plage de température et de pression, permettant l'eau liquide, se rétrécissait. Les lacs les plus hauts se sont vidés les premiers, par évaporation. L'eau s'est réfugiée dans les bassins les plus bas, les plus profonds, ceux où la pression restait suffisante encore un peu. Puis ces bassins ont gelé en surface pendant l'hiver, et dégelé au printemps, et gelé plus longtemps l'hiver suivant, et dégelé moins complètement le printemps d'après. Pendant des millions d'années, la glace a gagné quelques jours par siècle. Et il y a eu, quelque part, un dernier lac, un ultime plan d'eau liquide à la surface de Mars, au fond du bassin le plus favorable, protégé peut-être par une source hydrothermale, alimenté peut-être par la fonte d'un glacier voisin. Il a rétréci, il est devenu une mare, puis une flaque saumâtre, ultra salée, parce que le sel abaisse le point de congélation et que c'est toujours l'eau la plus salée qui résiste le plus longtemps. Et un jour, il y a environ 3 milliards d'années, cette dernière flaque a gelé pour ne plus jamais fondre. S'il y avait quelque chose dedans, ce quelque chose n'a pas eu de mort dramatique. Il a simplement eu de moins en moins de place. Génération après génération, le monde s'est resserré autour de lui. Il n'y a pas eu d'extinction, il y a eu une réduction, jusqu'à ce que le dernier volume habitable se referme comme une main. Nous frappons à cette porte depuis 60 ans. Des dizaines de missions, orbiteurs, atterrisseurs, rovers, et pour la moitié d'entre elles, des échecs. Mars a une réputation terrible dans le milieu spatial. Elle avale les sondes. Certaines ont brûlé en entrant, d'autres se sont écrasées, d'autres ont cessé d'émettre sans explication à quelques minutes de l'atterrissage. Parfois la porte bouge, parfois une fenêtre s'entrouvre. La plupart du temps, la maison reste silencieuse et le vent continue de pousser de la poussière rouge contre le seuil. Et maintenant, il faut se tourner vers l'autre côté, vers le monde qui se trouve de l'autre côté de nous, celui dont on ne parle presque jamais, celui qu'on expédie en une semaine dans les manuels scolaires avec une phrase sur l'effet de serre avant de passer à autre chose. Celui-là est beaucoup plus difficile à regarder en face. Vénus n'a jamais eu droit à notre affection. Mars a les rovers, les projets de colonisation, les couvertures de magazines avec un personnage en scaphandre debout sur une dune. Vénus, elle, est réduite à une leçon de morale climatique de 15 lignes. C'est celle qui a eu trop de dioxyde de carbone, c'est celle qui est trop chaude. Voilà ce qui arrive. Chapitre suivant. Cette version est fausse. Ou plutôt, elle omet précisément la partie qui compte. Parce que sur le papier, Vénus, c'est la Terre. Presque exactement la Terre. Même diamètre, à 5% près. Même masse, à 20% près. Même densité, donc même composition interne globale, un noyau métallique, un manteau rocheux, une croûte. Elle s'est formée au même moment, à partir du même disque de matière, avec le même mélange d'éléments, dans la même région du système. Si vous présentiez à quelqu'un les fiches techniques de 2 planètes anonymes, l'une étant la Terre et l'autre Vénus, en lui demandant laquelle abrite la vie, il n'aurait strictement aucun moyen de choisir. Et voici la partie qu'il faut vraiment laisser s'installer. Vénus a peut-être été habitable, avec des océans d'eau liquide à sa surface, pendant 2 à 3 milliards d'années. Ce n'est pas une extrapolation romantique. C'est le résultat de simulations climatiques tridimensionnelles, menées à partir de ce que nous savons de ses conditions initiales, de sa rotation très lente, de son ensoleillement de l'époque, et de la couverture nuageuse qu'un tel monde aurait développée. Sous des hypothèses raisonnables, ces modèles produisent un climat tempéré et stable, avec des mers, pendant 2 à 3 milliards d'années avant le basculement. Comparez. La vie complexe sur Terre, tout ce qui est plus élaboré qu'une cellule isolée, existe depuis environ 600 millions d'années. Vénus aurait donc eu des océans en surface pendant une durée 4 à 5 fois supérieure à toute l'histoire de la vie multicellulaire terrestre. Il y a eu,
à la surface de ce monde, un environnement qui remplissait tous les critères d'habitabilité, pendant une durée qui écrase l'existence entière de tout animal que vous pourriez nommer. Est-ce que quelque chose a occupé cet environnement? Nous n'en avons aucune idée. Et le plus cruel, c'est que nous ne pourrons probablement jamais le savoir. Parce que Vénus n'a pas seulement changé. Vénus a effacé son passé. Il y a environ 700 millions d'années, selon les datations par comptage de cratères, quelque chose s'est produit. La nature exacte de l'événement est disputée, et c'est l'un des plus beaux problèmes non résolus de la planétologie. L'hypothèse dominante parle d'un resurfaçage global. La totalité de la surface de la planète aurait été refondue et recouverte par une activité volcanique d'une intensité inimaginable, dans une fenêtre géologique relativement brève, peut-être 50 à 100 millions d'années. Pas une éruption, pas une région. Toute la planète, repavée. L'indice, c'est le comptage des cratères d'impact. Sur un monde ancien et inactif comme la Lune ou Mercure, les cratères s'accumulent depuis des milliards d'années et racontent une histoire à plusieurs étages. Les vieux cratères usés, les moyens, les récents et nets. Sur Vénus, les cratères sont peu nombreux, uniformément répartis, et pratiquement tous du même âge apparent. C'est comme entrer dans une maison où chaque objet a été acheté la même semaine. Ça ne se produit pas naturellement. Ça signifie que la surface a été remise à zéro. À cela s'ajoute un facteur plus lent, plus implacable. Notre étoile chauffe. Le Soleil augmente sa luminosité d'environ 10% par milliard d'années. Vénus est plus proche de lui que nous. Ce qui était supportable pendant 2 milliards d'années a fini par franchir un seuil. Et une fois ce seuil franchi, la mécanique s'emballe d'une manière qu'aucune planète ne peut arrêter. La vapeur d'eau est elle-même un puissant gaz à effet de serre. Une atmosphère plus chaude retient plus de vapeur. Plus de vapeur retient plus de chaleur. Plus de chaleur évapore davantage d'océans. Davantage d'océans évaporés produit plus de vapeur. Il n'existe aucun point d'équilibre dans cette boucle une fois qu'elle est lancée. C'est un système qui, une fois basculé, ne peut plus que courir jusqu'à épuisement du réservoir. Et le réservoir, c'était la mer. Voilà ce qui s'est passé ensuite, et c'est le passage le plus étrange de toute cette histoire. La vapeur d'eau est montée très haut dans l'atmosphère, beaucoup plus haut qu'elle ne monte chez nous, parce qu'il n'y avait plus de piège froid pour la condenser en altitude. Arrivée en haut, elle a été bombardée par le rayonnement ultraviolet solaire, qui a brisé les molécules en leurs composants. L'hydrogène, très léger, s'est échappé dans l'espace, définitivement. L'oxygène, plus lourd, est resté un temps, puis s'est majoritairement combiné avec les roches de surface et s'est retrouvé enfermé dans la croûte. L'eau n'est pas partie quelque part. L'eau a été démontée. Et le dioxyde de carbone, qui sur Terre est piégé dans les océans et enfermé dans les roches carbonatées par un cycle géologique dépendant de l'eau liquide, n'avait plus rien pour le retenir. Il est resté dans l'air, et il s'est accumulé, et l'atmosphère s'est épaissie, et elle s'est épaissie encore, ce qui nous amène à ce qu'est Vénus aujourd'hui. La température de surface est d'environ 462 degrés, uniforme. Le jour comme la nuit, à l'équateur comme au pôle, sur les sommets comme dans les plaines, parce que l'atmosphère est si dense qu'elle transporte la chaleur partout et gomme toute différence. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb, le zinc et l'étain. Vous n'auriez pas besoin d'imaginer y poser le pied. Vous n'en auriez pas le temps. La pression au sol est de 92 fois la pression terrestre. C'est ce que vous ressentiriez à 900 mètres sous la surface d'un océan. Pas 9 mètres, 900. Aucun sous-marin habité de l'histoire n'a emmené d'êtres humains à cette profondeur. Le ciel, si vous pouviez le regarder, serait un plafond jaune et pesant, une lumière orangée diffuse qui ne vient de nulle part en particulier, parce que la lumière du soleil est tellement dispersée par l'atmosphère qu'elle arrive de partout à la fois et ne projette presque aucune ombre nette. Vous ne verriez pas le soleil, vous verriez une lueur. Au-dessus, à 50 km, il y a des nuages d'acide sulfurique concentrés. Ils produisent de la pluie. Et cette pluie ne touche jamais le sol. Elle s'évapore en descendant, parce que l'air d'en bas est trop chaud pour que l'acide reste liquide. Il y a donc, en permanence, une météorologie complète au-dessus de Vénus, avec des averses qui tombent, se transforment en voiles de vapeur et remontent sans jamais rien atteindre. Il pleut de l'acide sur un monde où la pluie n'arrive jamais.
Nous avons envoyé des machines là-dedans. C'est l'un des chapitres les plus héroïques et les plus mélancoliques de l'histoire spatiale. Dans les années 1970 et au début des années 1980, une série d'atterrisseurs a été larguée dans cette atmosphère. La première a été écrasée avant d'arriver, les concepteurs ayant sous-estimé la pression. Les suivantes ont été redessinées comme des bathyscaphes, avec des coques de titane épaisses, des systèmes de refroidissement interne, des hublots en quartz. Elles ont tenu, en moyenne, moins de 2 heures. La plus endurante a transmis pendant environ 127 minutes avant que la chaleur ne pénètre l'enveloppe et ne détruise l'électronique de l'intérieur. Mais pendant ces 2 heures, elles ont envoyé des images. Ce sont, encore aujourd'hui, les seules photographies existantes de la surface de Vénus. Il n'y en aura peut-être pas d'autres avant longtemps. Elles montrent un paysage plat, ocre, jonché de dalles rocheuses fracturées, s'étendant jusqu'à un horizon flou, noyé dans une brume dorée. Aucun relief spectaculaire. Aucune végétation, aucun mouvement, juste une plaine de pierres brisées, écrasée sous un ciel de plomb, sur laquelle une caméra a regardé pendant 2 heures avant de mourir. Voici maintenant le détail, qui pour moi, rend Vénus infiniment plus difficile à supporter que Mars. Les océans ne disparaissent pas complètement. Ils laissent une signature. Il existe 2 formes d'hydrogène. L'hydrogène ordinaire, dont le noyau ne contient qu'un proton, et le deutérium, dont le noyau contient un proton et un neutron, ce qui le rend environ 2 fois plus lourd. Le deutérium est rare. Dans les océans terrestres, il représente à peu près 1 part sur 6400. Dans l'atmosphère de Vénus, le rapport entre deutérium et hydrogène ordinaire est environ 150 fois supérieur à celui de la Terre. Ce n'est pas une petite anomalie. C'est un chiffre qui n'admet qu'une seule explication solide. Les particules légères se déplacent plus vite que les lourdes à température égale, et ce sont donc elles qui s'échappent le plus facilement de la haute atmosphère. Si vous prenez une planète dont les océans contiennent les 2 formes d'hydrogène dans les proportions normales, que vous vaporisez ces océans, que vous envoyez la vapeur en haute altitude et que vous laissez le rayonnement solaire travailler pendant 1 milliard d'années, alors l'hydrogène léger part en premier et le deutérium s'accumule dans ce qui reste. Ce que nous mesurons dans l'air de Vénus aujourd'hui, c'est donc l'empreinte chimique d'un océan qui s'est évaporé dans l'espace il y a des centaines de millions d'années, avec la fraction légère emportée d'abord et la fraction lourde restée derrière comme un résidu. L'eau est partie. La trace de l'eau, elle, est toujours là, suspendue dans l'atmosphère, mesurable, chiffrable, un nombre sur un spectromètre qui décrit la forme exacte d'une absence. Et ce nombre, nous pourrions le lire à distance. Si Vénus tournait autour d'une autre étoile, à 60 années-lumière d'ici, avec les instruments adéquats, nous pourrions mesurer ce rapport isotopique dans son atmosphère et affirmer avec une confiance élevée que ce monde a possédé énormément d'eau et qu'il n'en a plus, sans y aller, sans y envoyer quoi que ce soit. Nous pourrions lire l'acte de décès d'un monde depuis notre fauteuil. Il est très possible que nous l'ayons déjà fait sans le comprendre. Les instruments capables de mesurer ce type de rapport à travers des années-lumière commencent tout juste à entrer en service. La première fois que nous lirons ce fantôme chimique dans l'atmosphère d'une exoplanète, nous ne ferons pas une découverte. Nous confirmerons seulement quelque chose que l'univers avait déjà enregistré tout seul et qui nous attendait. Et Vénus n'a pas fini de nous poser des problèmes. En 2020, une équipe a annoncé avoir détecté, dans sa couche nuageuse, une molécule appelée phosphine. Sur Terre, dans un environnement riche en oxygène, cette molécule est instable et devrait disparaître rapidement. Elle y est pourtant présente, et elle est produite presque exclusivement par des processus biologiques, dans des milieux privés d'oxygène, par certaines bactéries. L'annonce a provoqué une tempête, puis les contestations sont arrivées. Problèmes de calibration, confusion possible avec une raie du dioxyde de soufre, réanalyse contradictoire des mêmes données. Le signal a disparu, réapparu, été redétecté par d'autres instruments, contesté de nouveau. Des observations ultérieures ont ajouté des annonces de traces d'ammoniac, tout aussi contestées. À l'heure actuelle, le dossier n'est pas clos. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est probablement pas de la vie. Mais c'est une anomalie chimique persistante dans la seule région de Vénus où les conditions ne sont pas monstrueuses. Parce qu'il faut savoir ceci. À 50 km au-dessus de cette surface infernale, dans la couche nuageuse, la température tourne autour de 30 degrés
et la pression est comparable à celle du niveau de la mer sur Terre. C'est, en termes de température et de pression, l'endroit le plus terrestre de tout le système solaire, en dehors de la Terre elle-même. Il est simplement plongé dans un brouillard d'acide sulfurique. Certains chercheurs, très sérieusement, se demandent si des micro-organismes pourraient y subsister, portés en permanence par les courants, réfugiés dans les gouttelettes. Si une biosphère de surface a existé pendant 2 milliards d'années, puis a vu son monde brûler, la dernière chose qui aurait pu survivre serait ce qui a réussi à monter. Des missions sont prévues pour aller vérifier. L'une prévoit de larguer une sonde qui traversera toute l'atmosphère en analysant sa composition mètre par mètre pendant la descente. Une autre cartographiera la surface sous les nuages avec un radar d'une précision inédite pour chercher des indices des continents anciens, ces hauts plateaux fracturés qui pourraient être les restes d'une croûte formée en présence d'eau. Nous irons frapper à cette porte-là aussi. Mais quoi qu'on y trouve, l'essentiel du dossier a déjà été détruit. Quels que soient les fossiles que Vénus a pu contenir, ils ont été cuits, écrasés et chimiquement effacés il y a longtemps. Il n'y a plus de témoins. Il n'y a qu'un rapport isotopique dans un ciel jaune et le souvenir d'une mer que personne n'a vue. Nous avons donc, dans notre propre voisinage immédiat, 2 mondes éteints. L'un, tué par le refroidissement de son cœur et l'évaporation lente de son air. L'autre, tué par l'emballement de sa propre atmosphère et la destruction moléculaire de ses océans. 2 causes de mort entièrement différentes. 2 calendriers différents. Le même résultat. 3 planètes rocheuses ont commencé leur existence dans ou près de la zone tempérée de notre étoile. 2 ont perdu leur habitabilité par des mécanismes qui n'ont rien en commun. Ce qui pose une question que personne n'a envie de poser à voix haute: dans quelle mesure la 3e est-elle différente? Quand on entend parler de zone habitable pour la première fois, l'image qui se forme dans la tête est celle d'un quartier permanent, un anneau tracé autour d'une étoile. À l'intérieur, c'est bien. À l'extérieur, c'est trop chaud ou trop froid. La Terre est à l'intérieur, et c'est pour cela que nous existons. Fin de l'histoire. Presque rien de cela n'est exact, et l'erreur la plus grave est celle qu'on ne soupçonne pas. L'anneau bouge. Il bouge parce que les étoiles changent. Elles nous paraissent immuables, parce que nos vies sont courtes, et parce que leur transformation se compte en centaines de millions d'années. Mais aucune étoile n'est stable sur le long terme. Toutes s'éclaircissent, gonflent, se refroidissent et finissent par mourir, chacune selon un scénario dicté par sa masse. La partie qui nous concerne, c'est l'éclaircissement. Une étoile de la séquence principale, comme la nôtre, fusionne l'hydrogène de son cœur en hélium. L'hélium est plus lourd et plus compact. Au fil du temps, le cœur devient donc légèrement plus dense. La pression y augmente. La température y monte. Le taux de fusion s'accélère. L'étoile produit plus d'énergie. Année après année, l'augmentation est indétectable. Sur des milliards d'années, elle est décisive. Notre Soleil brille environ 30% plus fort aujourd'hui qu'à la naissance de la Terre. Ce n'est pas un ajustement mineur. C'est l'écart entre une température de confort et une fièvre. Si le Soleil rayonnait aujourd'hui, aussi faiblement qu'à ses débuts, notre planète serait une boule de glace de pôle à pôle. Ce qui pose un problème logique redoutable, connu sous le nom de paradoxe du Soleil jeune et faible. Les preuves géologiques d'eau liquide à la surface de la Terre remontent à plus de 4 milliards d'années. À cette époque, notre étoile fournissait environ 70% de l'énergie actuelle. Avec l'atmosphère d'aujourd'hui, la Terre d'alors aurait dû être entièrement gelée. Elle ne l'était pas. Il y avait des rivières, des océans, des sédiments déposés dans l'eau. La réponse la plus probable implique une atmosphère primitive beaucoup plus dense, chargée de dioxyde de carbone et de méthane, qui piégeait la chaleur bien plus efficacement. La Terre a compensé la faiblesse de son étoile par un manteau d'air épais, et ce manteau s'est allégé à mesure que le Soleil se renforçait. C'est un thermostat planétaire. Il a fonctionné pendant l'essentiel de l'histoire de notre monde, et il possède une limite absolue que nous finirons par atteindre. Parce que le Soleil, lui, ne s'arrête pas. Il gagne encore environ 10% de luminosité par milliard d'années, ce qui paraît lent. Presque tout paraît lent à cette échelle. Mais la conséquence, appliquée à un climat, ne l'est pas. À mesure que l'étoile se renforce, la zone tempérée s'éloigne d'elle. Sa bordure intérieure, la limite au-delà de laquelle l'eau ne peut plus rester liquide quelles que soient les conditions atmosphériques,
avance vers l'extérieur, année après année, comme une ligne de marée qui monte. Aujourd'hui, la Terre se trouve confortablement à l'intérieur. La bordure intérieure est plus près du Soleil que nous. Dans environ 1 milliard d'années, selon les modèles, cette bordure atteindra notre orbite. Ce n'est pas la fin de la vie sur Terre au sens brutal du terme. C'est plus lent et plus mélancolique que cela. Le Soleil chauffe la surface. La surface plus chaude évapore davantage d'eau. La vapeur monte plus haut dans l'atmosphère. En haute altitude, l'ultraviolet la brise. L'hydrogène s'échappe. Exactement le même processus que sur Vénus, mais avec des milliards d'années de décalage et une planète mieux armée pour résister. Les océans commencent à perdre de l'eau. La chimie de surface change. Et la vie qui exige des corps complexes, des températures stables, de l'oxygène et de l'eau liquide simultanément commence à manquer d'endroits où se tenir. La plupart des modèles convergent vers une fenêtre comprise entre 1 et 1,5 milliard d'années avant que la vie complexe ne devienne intenable ici. Les microbes, eux, tiendront plus longtemps. Les microbes tiennent toujours plus longtemps. Il existe en ce moment même, sur cette planète, des organismes qui prospèrent dans de l'eau à plus de 100 degrés autour des cheminées hydrothermales, dans des lacs plus acides que le vinaigre, dans des roches à des kilomètres de profondeur où ils se divisent peut-être une fois par siècle. Certains survivront encore longtemps après que le monde de la surface aura cessé d'être un monde. L'histoire biologique de la Terre se terminera probablement avec le même type d'organisme qu'elle a commencé. Des microbes dans le noir, continuant tranquillement leur chimie, dans des environnements où il n'y a plus de ciel au-dessus, qui vaille la peine d'être regardé. Voilà pour notre étoile. Et notre étoile, il faut le dire clairement, est un voisin exceptionnellement facile à vivre. Elle est stable, elle est régulière. Ses éruptions sont modestes. Elle brûle son carburant lentement, mais pas trop lentement. Elle a un tempérament remarquablement égal pour un objet de cette puissance. La plupart des étoiles de la galaxie ne lui ressemblent en rien. Environ 3 étoiles sur 4 dans notre galaxie appartiennent à une catégorie appelée naines rouges. Ce sont de petites étoiles, allant de la moitié de la masse solaire à moins d'un dixième. Elles sont plus froides, avec des températures de surface comprises entre 2400 et 3700 degrés, contre près de 5800 pour la nôtre. Comme elles sont plus froides, l'essentiel de leur rayonnement se situe dans l'infrarouge, et la part visible tire vers le rouge sombre. Elles sont si peu lumineuses qu'aucune n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Aucune, pas une seule. Les 3/4 des étoiles de la galaxie sont invisibles pour un observateur humain sans instrument, ce qui signifie que le ciel étoilé que vous connaissez, celui que l'humanité contemple depuis toujours, n'est pas un échantillon représentatif de l'univers. C'est une sélection des exceptions les plus brillantes. Le ciel réel est bien plus peuplé et beaucoup plus sombre. Or, la majorité des exoplanètes de taille terrestre, situées en zone habitable, que nous avons répertoriées, orbitent autour de ces naines rouges. C'est mécanique, elles sont plus nombreuses et leurs planètes sont plus faciles à détecter, parce qu'une petite planète devant une petite étoile bloque une fraction plus importante de la lumière. Donc, quand on parle de mondes potentiellement habitables dans la galaxie, on parle par défaut de naines rouges. Et les naines rouges sont tout sauf douces. Sur le papier, elles présentent des avantages considérables. Elles brûlent leur carburant avec une lenteur extraordinaire, ce qui leur donne des durées de vie qui dépassent l'entendement. Les plus petites brilleront pendant des milliers de milliards d'années, soit bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Elles offrent donc, en théorie, un temps quasi illimité à la biologie pour se développer, se rattraper, recommencer. Le problème, c'est ce qui se passe pendant ce temps. Les petites étoiles sont magnétiquement furieuses. Leur intérieur est entièrement convectif, ce qui signifie que la matière chaude remonte et redescend du cœur à la surface en brassant des champs magnétiques titanesques qui s'en mêlent, se tordent et finissent par se rompre en libérant d'un coup une énergie colossale. Une naine rouge peut produire des éruptions des milliers de fois plus puissantes que la plus violente éruption solaire jamais enregistrée. Certaines multiplient temporairement leur luminosité par plusieurs milliers dans l'ultraviolet, en quelques minutes. Et ces éruptions ne sont pas des accidents. Elles sont routinières. Il existe un système situé à 40 années-lumière d'ici qui est devenu le laboratoire de référence pour toutes ces questions.
Il possède 7 planètes rocheuses de taille terrestre, en orbite autour d'une naine ultra-froide, dont la masse ne dépasse pas 9% de celle du Soleil. Plusieurs de ces planètes se situent dans la zone tempérée conventionnelle. Sur le papier, c'est le meilleur candidat imaginable. 7 mondes rocheux, plusieurs à la bonne distance, autour d'une seule étoile relativement proche. Le système entier est plus compact que l'orbite de Mercure. Toutes les planètes tiendraient à l'intérieur. Depuis la surface de l'une d'elles, les autres apparaîtraient comme des disques visibles, plus gros que notre Lune dans le ciel, avec des phases et des détails de surface discernables. Ce serait un spectacle sans équivalent. Vous verriez vos mondes voisins comme des lunes géantes, défilant lentement dans un ciel rougeâtre. Puis les mesures sont arrivées. Des observations soutenues, menées en 2025, ont établi le rythme d'activité de cette étoile. Environ 6 éruptions par jour. 6, chaque jour. Cela fait plus de 2000 par an, chaque année, depuis des milliards d'années, et pour des milliers de milliards d'années à venir. Les planètes en question orbitent plus près de leur étoile que Mercure du Soleil. Elles reçoivent ces décharges de plein fouet, sans la distance qui atténue tout. Elles sont placées devant l'enceinte, volume au maximum, et le volume est au maximum depuis la formation du système. Les recherches menées sur les planètes intérieures de ce système, avec les instruments les plus sensibles dont nous disposons, ont donné un résultat sobre. Aucune atmosphère épaisse, détectable sur les 2 plus proches. Elles semblent nues, des cailloux chauffés, sans manteau gazeux, probablement dépouillés très tôt par le rayonnement et les éruptions de leur propre étoile. Les recherches se poursuivent sur les autres, celles situées plus loin, celles qui pourraient avoir conservé quelque chose. Nous n'avons pas encore la réponse. Elle arrivera dans les prochaines années, et ce sera l'une des données les plus importantes jamais obtenues, quel que soit le résultat. Si aucune des 7 n'a d'atmosphère, alors les 3/4 des étoiles de la galaxie sont probablement disqualifiées, et le nombre de mondes potentiellement vivants s'effondre d'un facteur 4 d'un seul coup. Il y a un autre problème avec ces systèmes compacts, et c'est le verrouillage gravitationnel. Quand une planète orbite très près de son étoile, les forces de marée finissent par synchroniser sa rotation avec sa révolution. Le même hémisphère fait éternellement face à l'étoile. L'autre ne la voit jamais. D'un côté, un jour perpétuel sous un soleil rouge immobile qui ne se lève ni ne se couche jamais, cloué au même point du ciel pour toujours. De l'autre, une nuit qui ne finit pas, assez froide pour que les gaz atmosphériques eux-mêmes puissent geler et neiger sur le sol. Entre les deux, une bande étroite de crépuscule permanent, le terminateur, un anneau de pénombre où le soleil resterait éternellement posé sur l'horizon, ni levé ni couché, projetant des ombres infiniment longues qui ne bougeraient jamais. C'est là, éventuellement, que les températures pourraient permettre l'eau liquide. Un mince ruban d'habitabilité sur une planète autrement partagée entre four et congélateur. Certains modèles suggèrent qu'une atmosphère suffisamment épaisse redistribuerait la chaleur du côté jour vers le côté nuit et rendrait une bonne partie de la planète vivable. D'autres modèles suggèrent l'inverse, que l'atmosphère migrerait lentement vers l'hémisphère glacé et y gèlerait définitivement, laissant un monde avec un océan solide d'azote d'un côté et un vide de l'autre. Personne ne sait lequel des 2 scénarios l'emporte, parce que la réponse dépend de détails que nous ne pouvons pas encore mesurer. Et il y a l'étoile la plus proche de nous, à 4 années-lumière et des poussières, la voisine immédiate du Soleil, une naine rouge autour de laquelle orbite au moins une planète de masse terrestre dans la zone tempérée. C'est le monde potentiellement habitable le plus proche de la Terre. C'est celui que toutes les études sur les voyages interstellaires prennent comme cible. En 2019, plusieurs instruments ont observé simultanément cette étoile produire une éruption qui a multiplié sa luminosité ultraviolette par plus de 10 000 en quelques secondes. 10 000. La planète en question a reçu, en un instant, une dose de rayonnement qui aurait dépouillé n'importe quelle atmosphère non protégée et stérilisé n'importe quelle surface exposée. Et ce n'était pas un événement isolé, c'était un mardi. Notre plus proche voisine, le monde le plus accessible à notre imagination, se fait probablement décaper à intervalles réguliers depuis des milliards d'années. Alors quand on compte les mondes en zone habitable et qu'on arrive à des dizaines de milliards, il faut être honnête sur ce que ce nombre recouvre. La plupart tournent autour de naines rouges, la plupart sont plus près de leur étoile que Mercure,
La plupart encaissent plusieurs fois par jour des éruptions incomparablement plus violentes que tout ce que notre Soleil produit. Beaucoup sont verrouillés, avec une face brûlée et une face gelée. L'expression « zone habitable », appliquée à ces mondes, porte un poids qu'elle ne mérite pas vraiment. Il existe des exceptions. Il existe des naines rouges plus calmes, en particulier les plus âgées, dont l'activité magnétique s'est apaisée après quelques milliards d'années de rotation ralentie. Il existe des planètes autour d'étoiles de type intermédiaire, plus petites que le Soleil, mais plus grandes et plus stables que les naines rouges, que certains chercheurs considèrent comme les meilleures candidates de toutes, assez longévives pour laisser du temps, assez calmes pour ne pas tout détruire. Voilà l'état réel de la recherche. Pas une galaxie de jardin tempéré, une immense loterie dont la plupart des billets sont émis par des étoiles qui frappent leur planète toutes les 4 heures depuis l'aube des temps. Nous avons parlé jusqu'ici de la mort des autres. D'autres mondes, d'autres étoiles, d'autres époques. Il est temps de retourner le microscope, parce que l'histoire de notre propre planète contient beaucoup plus de fins que ce qu'on en dit généralement. Le récit standard est confortable. Nous avons eu de la chance. Le Soleil est calme. L'orbite est stable, presque circulaire. Une lune anormalement massive stabilise l'inclinaison de notre axe et empêche les saisons de partir dans des extrêmes chaotiques. Le champ magnétique tient, l'atmosphère tient, l'eau tient. Nous avons eu du temps, la vie est arrivée, la vie est restée, et nous voilà. Ce récit est vrai dans ses grandes lignes. La Terre est, selon tous les critères mesurables, un monde remarquablement stable. 4 milliards d'années de conditions permettant à quelque chose de vivant de continuer sans réinitialisation totale, ce n'est pas rien. C'est même la chose la plus importante de toutes. Mais entre les grandes lignes, il y a le détail. Et le détail, c'est que les lumières ont failli s'éteindre ici, plusieurs fois. Et une fois, elles ont failli s'éteindre parce que la vie elle-même avait appris à faire quelque chose de nouveau. Les archives fossiles contiennent 5 extinctions de masse majeure, plus une longue liste d'événements plus modestes. Ce sont des moments où une proportion écrasante de la diversité biologique disparaît en un intervalle géologiquement bref. Ce qui frappe quand on lit ces couches, c'est leur pauvreté. Les fossiles s'arrêtent, les pollens s'arrêtent, les microfossiles s'arrêtent, les rapports isotopiques du carbone basculent brutalement. Puis, quelques centimètres de roche plus haut, ce qui représente parfois des millions d'années, la vie recommence lentement à laisser des traces, mais ce ne sont plus les mêmes. La pire de toutes est survenue il y a environ 252 millions d'années. On l'appelle la Grande Mourante, et le nom n'est pas exagéré. Environ 80 à 90% des espèces marines ont disparu. Une majorité des vertébrés terrestres également. Les insectes, qui sont notoirement difficiles à éliminer et qui ont traversé toutes les autres crises sans dommages majeurs, ont connu à cette occasion la seule extinction de masse de toute leur histoire. Le déclencheur, selon la meilleure reconstitution actuelle, fut une série d'éruptions volcaniques colossales dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Pas des volcans coniques comme on les imagine, mais des fissures kilométriques, crachant de la lave en nappe pendant des centaines de milliers d'années, recouvrant une surface comparable à celle d'un continent sous des kilomètres de basalte. Ces éruptions ont traversé d'immenses gisements de charbon et les ont enflammés. Le résultat fut une injection massive de dioxyde de carbone et de composés soufrés dans l'atmosphère, une acidification des océans, un effondrement des taux d'oxygène marin et un réchauffement global de l'ordre de 10 degrés. Il a fallu entre 5 et 10 millions d'années à la planète pour retrouver une complexité écologique normale. 5 à 10 millions d'années, pendant lesquelles la vie sur Terre était, dans un sens très réel, en soins intensifs. Et pourtant, ce n'est pas la pire catastrophe que ce monde ait traversée. La pire s'est produite si longtemps auparavant qu'elle n'a pratiquement pas de registre fossile au sens habituel. Elle a frappé des organismes unicellulaires dans des mers peu profondes, plus de 2 milliards d'années avant tous les événements portant des noms que vous pourriez reconnaître. Et elle est unique dans toute l'histoire de la planète, parce qu'elle n'a été causée ni par un astéroïde, ni par un volcan, ni par une étoile. Elle a été causée par la vie. Voici comment cela s'est passé. Pendant environ les 2 premiers milliards d'années d'existence de la biosphère, tous les organismes étaient anaérobies. Ils tiraient leur énergie de réactions chimiques n'impliquant pas d'oxygène, pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'oxygène libre disponible. L'atmosphère primitive était composée d'azote,
de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau et de traces d'autres gaz. L'oxygène n'y figurait pas, parce que c'est une molécule extrêmement réactive qui se combine immédiatement avec à peu près tout ce qu'elle rencontre. Les organismes de cette époque pratiquaient une chimie qui nous paraîtrait profondément étrangère. Ils oxydaient de l'hydrogène, des composés soufrés, du fer dissous, du méthane. Ils vivaient dans les sources hydrothermales, les lagunes, les colonnes d'eau stratifiées. Ils constituaient l'intégralité de la biosphère terrestre, pendant une durée qui représente près de la moitié de l'histoire de notre planète. Puis un groupe particulier de bactéries a mis au point une innovation. Elles ont appris à utiliser la lumière du soleil pour arracher les électrons à des molécules d'eau et à s'en servir pour fabriquer des sucres à partir de dioxyde de carbone. C'est ce que nous appelons la photosynthèse oxygénique. Et le sous-produit de cette réaction, le déchet, la chose dont ces bactéries n'avaient aucun usage et qu'elles rejetaient dans leur environnement, c'était de l'oxygène pur. Au début, il ne s'est rien passé. L'oxygène produit était immédiatement capturé par le fer dissous dans les océans et par d'autres composés réduits. Il y avait ce que les géologues appellent un puits. La production existait, mais l'absorption suivait le rythme. Cette période a laissé une trace spectaculaire dans la roche. Ce sont les formations de fer rubané, ces empilements de bandes alternées rouges et sombres qu'on trouve en Australie occidentale, au Canada, en Afrique du Sud. Elles s'étendent parfois sur des centaines de kilomètres et des centaines de mètres d'épaisseur. Chaque bande correspond à un cycle de précipitation du fer oxydé. Ce sont les plus grandes réserves de minerais de fer de la planète. Tout l'acier que l'humanité a jamais produit, chaque poutre, chaque rail, chaque coque de navire, provient essentiellement du fer que ces bactéries ont fait tomber au fond des océans il y a 2,5 milliards d'années. Nous avons construit notre civilisation industrielle avec les déchets d'une catastrophe biologique préhistorique. Parce que ensuite, les puits se sont remplis. Le fer dissous a fini par précipiter presque entièrement. L'oxygène produit n'avait plus où aller. Il a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Cette montée, datée autour de 2,4 milliards d'années, porte un nom sobre, le grand événement d'oxydation. Pour la biosphère de l'époque, c'était une extermination. L'oxygène, pour un organisme qui n'a pas évolué avec lui, est un poison violent. Il est chimiquement agressif, il détruit les enzymes, il déchire les membranes, il attaque de l'intérieur les molécules qui font fonctionner la cellule. Les anaérobies, qui avaient bâti l'intégralité du monde vivant, pendant 2 milliards d'années, n'avaient aucune défense contre lui. Il savait métaboliser des dizaines de composés exotiques, pas celui-là. L'estimation la plus courante situe la mortalité entre 80 et 99% de la vie terrestre de l'époque. Le chiffre exact est impossible à établir, les archives étant trop anciennes, mais les preuves chimiques et génomiques convergent vers une catastrophe d'une ampleur sans équivalent ultérieure. Et ce n'était que la première moitié du désastre. Parce que l'atmosphère primitive contenait beaucoup de méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone, et qui maintenait la planète au chaud malgré la faiblesse du soleil de l'époque. L'oxygène détruit le méthane. En s'accumulant, il a démantelé la couverture thermique de la Terre. Le résultat fut la plus longue glaciation de l'histoire de la planète, une période où la Terre est probablement devenue blanche d'un pôle à l'autre, avec des glaciers atteignant l'équateur et des océans recouverts de glace sur des centaines de mètres d'épaisseur. Elle a duré environ 300 millions d'années. 300 millions d'années d'hiver. Non pas un hiver rigoureux, un monde entièrement gelé, où la lumière du soleil se réfléchissait sur la glace et repartait dans l'espace, entretenant le froid par sa propre existence. La vie a survécu autour des sources hydrothermales, sous la glace, dans quelques poches liquides. Elle a survécu, mais elle a failli ne pas le faire. La biosphère a donc, en apprenant à respirer la lumière, empoisonné son atmosphère et gelé son propre monde pendant 300 millions d'années. Je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. L'air que vous inspirez en ce moment, celui sans lequel votre cerveau cesserait de fonctionner en 4 minutes, est le même gaz qui a constitué la plus grande catastrophe écologique de l'histoire de cette planète. Il fut un poison avant d'être un carburant. Il n'est devenu un carburant que parce que, sur des centaines de millions d'années, certains organismes ont développé des mécanismes pour le neutraliser, puis pour l'exploiter. Et c'est précisément parce qu'il est chimiquement violent
qu'il est si énergétique. Le métabolisme aérobie libère environ 15 fois plus d'énergie par unité de nourriture que les alternatives anaérobies. Sans cette réserve d'énergie, les corps complexes, les cerveaux, les muscles, le vol, la course, la pensée, rien de tout cela n'aurait été possible. Tout ce que vous êtes repose sur la reconversion réussie d'un déchet toxique. Ce qui a suivi mérite aussi d'être raconté, parce que c'est l'un des passages les plus étranges de l'histoire terrestre. Entre la fin de cette crise et l'apparition des premiers organismes multicellulaires complexes, il s'étend une période d'environ 1 milliard d'années où les archives géologiques sont d'une monotonie légendaire. Les géologues l'appellent, avec une franchise touchante, le milliard ennuyeux. Les niveaux d'oxygène restent bas et stables. Le climat reste stable. La chimie des océans reste stable. La vie reste microbienne. 1 milliard d'années sans presque rien. Puis, il y a environ 700 millions d'années, la Terre a de nouveau gelé. 2 fois de suite, en réalité, avec un bref répit entre les deux. Des glaciations globales, dont les traces se retrouvent sur tous les continents, y compris ceux qui se trouvaient à l'équateur à l'époque. Et à la sortie de ces épisodes extrêmes, dans les dizaines de millions d'années qui ont suivi, sont apparus les premiers grands organismes multicellulaires, puis les premiers animaux, puis, brutalement, l'explosion cambrienne et son foisonnement de formes. Il est possible que la vie complexe soit née d'un traumatisme, que la contrainte extrême, la fragmentation des habitats, les variations chimiques violentes à la sortie du gel aient forcé une innovation qui n'aurait jamais eu lieu dans un monde confortable. Ce qui signifie que la stabilité seule ne suffit peut-être pas, qu'un monde parfaitement tempéré pendant 10 milliards d'années pourrait rester microbien pour toujours. Nous ne le savons pas. Nous n'avons qu'un seul exemple. Et c'est le problème central de toute cette discipline, celui dont on ne sort pas. Il faut distinguer 2 mots qu'on emploie souvent comme s'ils étaient interchangeables. L'habitabilité décrit des conditions. L'habitation décrit ce qui vit réellement quelque part. Le premier est un curriculum vitae. Le second est la question de savoir si quelqu'un s'est présenté au poste. Voici ce que nous savons de l'apparition de la vie sur une planète. Nous savons que c'est possible, puisque nous sommes sur une planète où cela s'est produit. C'est un point de données. C'est l'intégralité du jeu de données. Nous ignorons à quelle fréquence cela se produit quand les conditions le permettent. Nous ignorons si cela se produit toujours avec assez de temps, ou presque jamais. Nous ignorons combien de temps il faut. Nous ignorons même s'il existe un moyen de le déterminer depuis l'extérieur d'une planète. Ce que nous savons, c'est que la Terre a possédé de l'eau liquide en surface pendant une durée comprise entre 0 et 700 millions d'années, avant qu'il n'existe la moindre trace de biologie. Les estimations de la stabilisation des océans vont de 4 milliards 400 à 4 milliards d'années. Les estimations des premières traces biologiques convaincantes vont de 4 milliards à 3 milliards 500 millions. Cet écart est peut-être le chiffre le plus important de toute la science. Si la vie est apparue presque instantanément dès que les conditions l'ont permis, alors elle est probablement fréquente dans l'univers, parce qu'un processus qui réussit du premier coup n'est généralement pas un processus improbable. Si elle a mis 500 millions d'années de chimie tâtonnante avant qu'un premier système autonome ne s'installe, alors elle pourrait être rarissime. Nous ne savons pas laquelle des 2 réponses est la bonne. Les datations les plus anciennes sont toutes contestées. Les microfossiles supposés, les rapports isotopiques du carbone, les tapis bactériens fossilisés, tout est débattu, tout est republié tous les 2 ans, dans un sens, puis dans l'autre. Et le problème lui-même est redoutable. Passer d'une chimie non vivante à une cellule autonome, capable de se maintenir, de se copier et d'évoluer, exige la coexistence simultanée de plusieurs choses très différentes. Un moyen de stocker de l'information. Un moyen de traduire cette information en action. Une enveloppe qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Une source d'énergie exploitable. Et un mécanisme de copie suffisamment fidèle pour que le système ne s'effondre pas, mais suffisamment imparfait pour que la variation puisse s'accumuler. Il faut tout cela ensemble, au même endroit, en même temps. Certains biochimistes estiment que l'assemblage de la première cellule est un événement si improbable qu'il pourrait ne se produire qu'une seule fois dans toute une galaxie. D'autres estiment qu'il est chimiquement favorisé au point de devenir presque inévitable sur n'importe quel monde disposant des bons ingrédients et de quelques millions d'années.
Les deux camps sont composés de chercheurs sérieux travaillant sur les mêmes preuves. Ils divergent parce que le problème est réellement difficile et que les données sont réellement minces. Une manière honnête de formuler notre situation. Nous avons trouvé un unique arbre dans un champ dont nous ne voyons qu'une infime fraction, dans le noir, et nous essayons de déterminer si le champ est une forêt ou un désert avec un seul arbre dedans. Et il reste, dans notre propre système, des endroits que nous n'avons presque pas explorés. Il y a une lune de Jupiter, recouverte d'une carapace de glace fracturée, sous laquelle se trouve un océan d'eau liquide salée, contenant probablement plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Cet océan est maintenu liquide non par le Soleil, qui est trop loin et trop faible à cette distance, mais par le pétrissage gravitationnel de Jupiter, qui déforme la Lune à chaque orbite et la chauffe de l'intérieur par friction. Une sonde est en route depuis 2024 pour l'étudier en détail. Elle arrivera en 2030. Il y a une lune de Saturne, minuscule, 500 km de diamètre, qui projette en permanence des geysers d'eau depuis des fractures situées à son pôle sud. Une sonde a traversé ces panaches et les a analysés en vol. Elle y a trouvé de l'eau salée, de la silice suggérant des sources hydrothermales chaudes au fond de l'océan interne, de l'hydrogène moléculaire, des molécules organiques complexes, et en 2023, des phosphates, l'un des éléments indispensables à la biochimie telle que nous la connaissons. Autrement dit, nous avons volé à travers l'échantillon d'un océan extraterrestre, et nous y avons trouvé à peu près tout ce qu'il faut, sans avoir besoin d'atterrir. Il suffit de retourner y passer, avec de meilleurs instruments. Et il y a une lune de Saturne bien plus grande, plus grosse que la planète Mercure, dotée d'une atmosphère dense d'azote, plus dense que la nôtre, sous laquelle il pleut du méthane liquide qui forme des rivières, creuse des vallées, remplit des lacs et des mers. Il y a des dunes de matière organique hautes de 100 mètres, des cycles saisonniers, des orages. C'est le seul autre endroit connu du système solaire où un liquide stable tombe du ciel et coule à la surface. Une mission prévue pour la prochaine décennie y enverra un engin volant, capable de se poser, de décoller et de parcourir des dizaines de kilomètres d'un site à l'autre pour analyser cette chimie de près. Nous n'avons quasiment rien exploré. Nous en sommes au tout premier coup de sonde. Et puis il y a la chose la plus difficile à intégrer de toutes, celle qui change définitivement la manière de lever les yeux la nuit. Quand vous regardez le ciel, vous ne regardez pas le ciel. Vous regardez un enregistrement. Chaque point lumineux que vous pouvez distinguer est une lumière qui voyage depuis un certain temps avant d'atteindre votre œil. Le soleil que vous voyez a 8 minutes et 20 secondes. La lune, un peu plus d'une seconde. L'étoile la plus brillante du ciel nocturne se trouve à 8 années-lumière et demie. La lumière qui vous arrive d'elle est partie à une époque dont vous vous souvenez encore. L'étoile polaire est à environ 430 années-lumière. Sa lumière de ce soir a quitté sa surface à une époque où les premières lunettes astronomiques n'existaient pas encore. Le centre de notre galaxie, ce voile pâle qu'on distingue par nuit noire loin des villes, vous l'observez tel qu'il était il y a 26 000 ans, quand nos ancêtres peignaient encore sur des parois de grottes. La galaxie voisine, la seule autre grande structure visible à l'œil nu, envoie une lumière vieille de 2,5 millions d'années. Cette lumière est partie avant que notre espèce n'existe. Elle traversait déjà le vide quand nos ancêtres n'avaient inventé ni le langage, ni le feu maîtrisé, ni rien du tout. Et les instruments les plus puissants dont nous disposons captent aujourd'hui des galaxies dont la lumière a voyagé plus de 13 milliards d'années, émises alors que l'univers observable avait moins de 3% de son âge actuel. Ces objets ont depuis longtemps changé de forme, de couleur, de nature. Certains ont peut-être fusionné avec d'autres. Nous ne verrons jamais leur état présent. Nous n'avons accès qu'à leur jeunesse. Ce fait est enseigné à l'école, tout le monde l'a entendu au moins une fois, et presque personne ne l'a réellement absorbé, parce que ses conséquences sont vertigineuses. Les étoiles meurent. Pas souvent à l'échelle d'une vie humaine, mais constamment à l'échelle galactique. Il y a, dans le ciel visible, des étoiles qui, au cours des derniers siècles ou millénaires, ont épuisé leur carburant, se sont effondrées, ont soufflé leurs couches externes, sont devenues des naines blanches ou des étoiles à neutrons, ou pire. Leur lumière continue de voyager. Elle continuera d'arriver pendant des siècles après leur disparition. Il y a donc, en ce moment, quelque part dans le ciel que vous pouvez voir,
au moins une étoile, dont la lumière vous parvient, alors que l'objet qui l'a émise n'existe plus sous cette forme. Vous ne pouvez pas savoir laquelle. Rien ne la distingue des autres. Elle brille exactement comme celles qui sont toujours là. Une étoile bien connue, une géante rouge visible de tous en hiver, a d'ailleurs stupéfié la communauté scientifique en s'assombrissant brutalement en 2019 et 2020, perdant plus de la moitié de sa luminosité en quelques mois. Beaucoup ont cru assister au prélude d'une explosion. Il s'est finalement avéré qu'un immense nuage de poussière, éjecté par l'étoile elle-même, s'était condensé devant elle. Mais pendant plusieurs mois, une partie de l'humanité a regardé le ciel en se demandant si elle assistait à une agonie. Et le plus étrange, c'est que cette étoile pourrait avoir explosé depuis des siècles sans que nous en sachions rien. Sa lumière met environ 500 ans à nous parvenir. Appliquez maintenant ce raisonnement à chaque monde potentiellement habitable que nous étudions. La lumière d'une planète située à 50 années-lumière a 50 ans quand nous l'analysons. À 1000 années-lumière, 1000 ans. Pour une atmosphère, qui évolue sur des millions d'années, ce décalage semble négligeable. Et il l'est, la plupart du temps. Sauf si l'on s'intéresse à ce qui vit plutôt qu'à ce qui existe. Une civilisation, si de telles choses existent, occuperait une fraction de seconde sur le calendrier de son monde. Si un signal quelconque nous parvenait d'un système situé à 10 000 années-lumière, il décrirait un état de choses vieux de 10 000 ans. Notre propre civilisation entière tient dans cet intervalle. Toute l'histoire écrite, toutes les langues, tout. Nous ne pouvons pas poser la question de savoir si quelqu'un est là. Nous pouvons seulement demander si quelqu'un était là au moment où cette lumière est partie. Le mot « maintenant », appliqué à un système situé à des milliers d'années-lumière, ne désigne rien que nous puissions atteindre ou vérifier. Ce qui conduit à une conclusion qu'on n'entend jamais formuler clairement. L'univers peut être vide au sens du présent et plein au sens de l'ensemble du temps. Ces deux propositions ne se contredisent pas. Elles dépendent uniquement du moment où l'on prend l'instantané. Et de temps en temps, quelque chose passe qui nous rappelle brutalement à quel point nous ne contrôlons rien. En 2017, un objet a traversé notre système solaire. Il ne venait pas d'ici. Sa trajectoire était hyperbolique, c'est-à-dire qu'il entrait, contournait le Soleil et repartait pour ne jamais revenir. Il venait de l'espace interstellaire. C'était la première fois de l'histoire que nous détections un objet extérieur à notre système. Il était allongé, tournait de manière chaotique, ne dégageait aucune queue de comète visible et accélérait légèrement en s'éloignant d'une façon que personne n'a jamais complètement expliquée. Nous ne l'avons observé que pendant quelques semaines, alors qu'il était déjà en train de partir. Il est aujourd'hui hors de portée pour toujours. En 2019, un deuxième est arrivé, celui-là clairement cométaire, avec sa queue et sa chevelure de gaz. En juillet 2025, un troisième a été repéré, plus gros, plus rapide, plus ancien peut-être que notre propre système solaire. 3 visiteurs en 8 ans. Ce qui veut dire que notre système en traverse en permanence, et que nous ne les avons simplement jamais vus auparavant, faute d'instruments assez sensibles. La galaxie échange en permanence des morceaux d'elle-même. Des fragments arrachés à des systèmes lointains dérivent entre les étoiles pendant des centaines de millions d'années et traversent parfois le nôtre sans s'arrêter. Certains de ces fragments proviennent peut-être de mondes qui ont connu de l'eau liquide. Certains proviennent peut-être de systèmes qui n'existent plus. Il y a aussi les anomalies que nous n'avons jamais réussi à reproduire. En août 1977, un radiotélescope enregistrant automatiquement le ciel a capté un signal d'une puissance exceptionnelle, sur une fréquence étroite, exactement dans la bande où la théorie prédisait qu'un émetteur intentionnel se manifesterait. Il a duré 72 secondes, le temps que la zone du ciel concernée traverse le champ de l'instrument. L'astronome qui a examiné le listing le lendemain a entouré la séquence au stylo et écrit un seul mot dans la marge. Le signal n'est jamais revenu. Il a été recherché des centaines de fois, avec des instruments toujours plus sensibles, pendant près de 50 ans. Rien. Des explications naturelles ont été proposées, certaines convaincantes, aucune définitive. Ce n'est probablement pas ce que nous espérons. Ce n'est probablement rien. Mais c'est une case du dossier qui n'a jamais pu être fermée, et qui ne le sera peut-être jamais. Nos instruments s'améliorent pourtant à une vitesse remarquable. Il existe désormais un candidat à 120 années-lumière environ, une planète nettement plus grosse que la Terre, que certains chercheurs interprètent comme un monde couvert d'un océan global sous une atmosphère d'hydrogène.
En 2023, puis en 2025, des équipes ont annoncé y avoir détecté des traces possibles d'une molécule qui, sur Terre, est produite presque exclusivement par le plancton marin. L'annonce a déclenché exactement le même cycle que la phosphine vénusienne. Enthousiasme, contestation, réanalyse divergente. Le débat n'est pas tranché, et plusieurs réanalyses indépendantes ont fortement affaibli le signal. Mais notez ce qui vient de se produire. Nous sommes en train de nous disputer sur la composition biologique possible de l'atmosphère d'un monde situé à 1000 milliards de kilomètres, sur la base de quelques photons filtrés à travers son air. Il y a 30 ans, nous ne savions même pas si les planètes existaient ailleurs. Et ce n'est que le début. Un télescope terrestre au miroir de 39 mètres est en construction dans le désert chilien, capable de résoudre des détails hors de portée de tout ce qui existe. Un observatoire spatial doit être lancé pour surveiller simultanément des centaines de milliers d'étoiles afin d'y repérer des planètes rocheuses en orbite tempérée autour d'étoiles semblables au Soleil. Un autre est conçu pour analyser systématiquement l'atmosphère de centaines de mondes déjà connus. Et à plus long terme, une mission ambitieuse vise à photographier directement des planètes de type terrestre autour d'étoiles voisines, en masquant la lumière de l'étoile pour ne garder que le point infime de la planète. Dans quelques décennies, nous disposerons probablement d'une liste. Une liste de mondes portant des signatures atmosphériques compatibles avec une biosphère. Certains seront de vraies détections, d'autres seront des erreurs. Nous n'aurons presque jamais le moyen de savoir lesquelles. Nous serons dans la position exacte où nous sommes, avec le tube posé dans la poussière martienne, mais multiplié par des centaines. Une réponse à portée de vue et hors de portée de main. Et puis il y a nous. Il existe une tentation naturelle à considérer la Terre comme l'exception, celle qui a fonctionné. La planète chanceuse, sur la bonne orbite, autour de la bonne étoile, avec la bonne lune, le bon champ magnétique, la bonne atmosphère, la bonne biologie. Tout a tenu. Nous sommes ici, 4 milliards d'années plus tard, en train de respirer l'air qui a jadis failli tout détruire, en regardant des mondes qui n'ont pas réussi, avec le sentiment diffus de ne pas figurer sur la même liste qu'eux. Nous figurons sur la même liste qu'eux. La Terre n'est pas l'exception. La Terre est celle du milieu. Elle se trouve à la partie de l'histoire où les lumières sont encore allumées et où le compte à rebours tourne déjà. Entre 1 et 1,5 milliard d'années, la vie complexe devient intenable en surface. Vers 3 à 4 milliards d'années, les océans ont pratiquement disparu. L'atmosphère s'amincit et la tectonique des plaques, qui dépend de la présence d'eau dans la croûte pour lubrifier le mouvement, commence à se gripper. Les continents seront toujours là. Les montagnes seront toujours là. Les mers, non. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera l'hydrogène de son cœur et entamera sa phase de géante rouge. Son enveloppe se dilatera jusqu'à des centaines de fois son diamètre actuel. Mercure sera englouti. Vénus sera engloutie. Pour la Terre, les modèles les plus récents, qui tiennent compte de la perte de masse solaire et des interactions de marée, donnent une estimation centrale peu réjouissante. Elle finit probablement à l'intérieur. L'échéance souvent citée se situe autour de 7 milliards et demi d'années. Faisons donc le calcul complet. La Terre a été habitable pendant environ 4 milliards d'années. Elle le restera pendant environ 1 à 1,5 milliard d'années supplémentaires. La fenêtre totale d'habitabilité de cette planète, du début à la fin, est donc de l'ordre de 5 à 5 milliards et demi d'années. Nous sommes largement au-delà de la moitié. Ce n'est pas une prophétie catastrophiste. Ce n'est pas pour la semaine prochaine. Ce n'est dans aucun horizon susceptible d'influencer la moindre décision de la moindre personne vivante. Dans 1 milliard d'années, les continents auront des formes que personne aujourd'hui ne reconnaîtrait. Ce qui vivra alors sera aussi différent de nous que nous le sommes des premières cellules complexes. Notre espèce n'y sera pas. Nos langues n'y seront pas. Rien de ce que nous avons construit n'y sera. Mais la trajectoire de la planète elle-même, la longue courbe de ce monde considéré comme un objet, a déjà franchi son sommet. La Terre n'est pas à son matin, elle est à sa fin d'après-midi. Le soir n'a pas commencé, mais il commencera. Mars nous a montré ce qui vient après. Vénus nous a montré une autre version de l'après. La Terre est en train de montrer à quoi ressemble le pendant. Et le pendant est tout ce qui compte. Souvenez-vous du mécanisme martien. Le bouclier tombe, le vent solaire ronge, la pression baisse pendant des centaines de millions d'années. Le nôtre sera différent dans les détails et identique dans la structure.
Le soleil se renforce, la haute atmosphère chauffe, la vapeur monte, l'ultraviolet la brise, l'hydrogène s'échappe, l'oxygène se fixe dans les roches, la pression baisse. Mars n'est pas seulement le monde mort d'à côté, Mars est un avant-goût. Ce que je trouve étrange, en fin de compte, ce n'est aucun de ces faits pris séparément. C'est que nous soyons l'espèce qui les a découverts. Aucun autre être vivant sur cette planète n'a la moindre idée de tout cela. Les dauphins l'ignorent, les corbeaux l'ignorent, les arbres l'ignorent. Nous seuls avons lu les couches de roches, mesuré la lumière des étoiles, calculé les taux de fusion, daté les cristaux et déterminé avec une précision mathématique où nous nous situons dans la longue courbe de notre propre monde. Et cette connaissance est récente, extrêmement récente. Personne ne disposait de ces chiffres avec cette précision il y a un siècle. La plupart des gens vivant aujourd'hui ne les ont jamais entendus. La plupart des gens imaginent encore la Terre comme quelque chose de fixe et de permanent, un décor plutôt qu'un processus. Une fois qu'on le sait, le ciel nocturne devient autre chose. La question cesse d'être combien de voisins avons-nous, et devient lesquels ont encore leur lumière allumée, lesquels l'avaient autrefois, lesquels ne l'ont jamais eue, et lesquels sont peut-être en train de regarder dans notre direction, en se posant exactement les mêmes questions. C'est une manière très différente de contempler le ciel. Ce n'est plus une recherche de compagnie. C'est un inventaire d'époques, dont la plupart ne recoupent pas la nôtre. La galaxie, vue ainsi, n'est pas une ville de voisins. C'est quelque chose de plus proche d'un immense registre de moments, chacun avec son début, sa durée et sa fin, et dont les intervalles ne se superposent presque jamais. Il reste une dernière chose, et ce n'est pas un chiffre. Le fait que la Terre ait dépassé le milieu ne change absolument rien à la qualité de ce qui se passe maintenant. Les océans sont encore liquides, l'air est encore respirable, le champ magnétique tient encore, le thermostat géochimique fonctionne encore, les saisons tournent encore, la pluie tombe encore, les étoiles se lèvent encore chaque nuit au-dessus d'une planète qui fait encore, à cette seconde, la chose que les planètes ne font que pendant une mince tranche de leur existence. Elles portent du vivant. Vous en êtes un exemple. Vous lisez ou écoutez ceci, vous respirez, votre sang circule, votre température se maintient à 37 degrés dans un univers dont la température moyenne est de moins 270. Et tout cela est possible parce que ce monde, à ce moment précis de sa très longue histoire, le permet encore. Il y a peut-être, quelque part, un monde que nous n'avons pas encore trouvé, où les mêmes conditions sont réunies cette nuit. Et peut-être que quelque chose là-bas regarde un ciel qui contient notre étoile, en se demandant la même chose. Peut-être qu'il formule cela dans une langue qui n'a rien de commun avec la nôtre. Peut-être qu'ils n'utilisent pas de mots du tout. Ou peut-être que leur lumière s'est éteinte il y a longtemps et que la nouvelle est encore en route, quelque part entre eux et nous, voyageant à la seule vitesse à laquelle l'information peut voyager, et qu'elle arrivera dans 1000 ans devant des instruments que personne n'aura conçus pour la comprendre. Ou peut-être qu'il n'y a personne, nulle part, et que ce monde-ci est le seul endroit où la chimie s'est assemblée de cette façon. Cette possibilité-là aussi mérite d'être posée sur la table. Elle n'a pas besoin d'être la plus probable, elle a seulement besoin d'être permise. Ne pas savoir n'est pas un problème à résoudre ce soir. C'est un endroit où se tenir en attendant que d'autres informations arrivent. Certaines arriveront, d'autres non. Le tube est toujours posé dans la poussière de G0, scellé, numéroté, patient. Le vent continue de passer dessus. Peut-être qu'il contient la deuxième origine de la vie jamais découverte. Peut-être qu'il ne contient que de la chimie minérale qui ressemble à s'y méprendre à autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, il est là, et nous savons exactement où. Le ciel, lui, continue d'arriver. Chaque seconde, des milliards de particules de lumière, parties de milliards d'endroits différents, à des milliards d'époques différentes, atteignent la surface de cette planète et se déposent sur elle. Certaines viennent d'objets encore vivants, d'autres viennent d'objets disparus. Rien ne les distingue. Il n'y a rien de particulier à faire de tout cela. Vous n'avez pas besoin de ressentir de l'émerveillement, ni de la tristesse, ni quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez simplement remarquer où vous êtes. Vous êtes à l'intérieur d'un moment que la plupart des mondes ne connaissent jamais. La fenêtre est ouverte. Elle ne le restera pas indéfiniment, mais elle l'est cette nuit, et cette nuit est la seule dont vous ayez la garantie. Le bruit autour de vous, quel qu'il soit, le vent contre une vitre, la pluie sur un toit, la respiration de quelqu'un à côté de vous, le grondement lointain d'une route, un moteur, une horloge,
C'est le son d'une planète qui fonctionne encore. Ce son existe sous une forme ou une autre depuis 4 milliards d'années sans interruption. Il s'arrêtera un jour. Pas de votre vivant, pas du vivant de qui que ce soit que vous rencontrerez, pas du vivant d'aucune civilisation qu'un être humain construira jamais. Mais dans la longue courbe, il s'arrêtera. Le vent continuera de souffler, encore un moment après, déplaçant une atmosphère différente sur un monde différent qui portera simplement le même nom. Ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, l'eau est encore liquide, l'air est encore respirable, et vous êtes à l'intérieur de la fenêtre. C'est tout ce que l'univers a jamais offert à quiconque, et c'est déjà considérable.